La Guyane paralysée. Ce matin, de nouveaux blocages ont surpris les automobilistes et complété la liste des barrages dans l'île de Cayenne. La population reste mitigée quant à leur utilité dans le mouvement. Une reprise votée hier par le collectif pour la Guyane décollé, réuni en assemblée tout l'après-midi. Conséquence, la ruée des voitures jusqu'aux dernières minutes avant fermeture. Un meeting s'est également tenu Cric-Fouillé pour préciser les contours de la nouvelle démarche. Mais l'union s'étiole ce soir. Et puis les 11 candidats en lice pour la présidentielle réservent quelques lignes aux Outre-mer, mais à des degrés différents. Santé, éducation, immigration, sécurité, le point sur leurs propositions dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guyane s'est réveillée bloquée ce matin après la trêve d'un long week-end pascal. Le collectif pour la Guyane décollé a acté hier soir la reprise des barrages ainsi qu'un durcissement du mouvement. De nouvelles zones de blocage ont été installées dans la nuit dans l'île de Cayenne, manière pour le collectif d'exercer une pression sur l'État dans l'attente d'une réponse à sa proposition d'accord de Guyane. La population, quant à elle, reste partagée sur la démarche. Natacha Maltaverne. Surprise ce matin pour les automobilistes. Les barrages se sont multipliés durant la nuit, comme ici au rond-point de Baduel. Des militants ont répondu présents à l'appel lancé par le collectif hier soir à la Cric-Fouillé. C'était vraiment important pour nous de marquer notre mécontentement, notre soutien également au collectif et d'être présents ici sur le barrage à leur demande. Seuls les deux roues et les professionnels munis d'une carte sont autorisés à passer. Face à ce durcissement du mouvement, les avis sont partagés. C'est normal parce que c'est pour la Guyane avancer, mais bon, le problème aussi, il y a des gens qui sont bloqués pour le travail, tout et tout. C'est qu'à la peine tout dit bien, demain si vient un travail, la bagaille, même que tout le monde qui a levé dans le pays, c'est bien pour nous tous. Je rappelle quand même que barrer n'est pas la solution. Ces barrages qui poussent m'effraient au contraire. Puisque moi je pense que le sujet, ce mouvement, il est avant tout le problème que la Guyane rencontre aujourd'hui, il est politique. Et or, les responsables du collectif vous disent qu'ils ne font pas de politique. Donc, mettre les barrages, ce n'est pas faire de la politique non plus. Donc, il est temps que les barrages s'arrêtent. Il est vraiment temps pour trouver des solutions politiques. Et ils ont le droit de continuer tant qu'on n'a pas gain de cause. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, ça ne me dérange pas. Ils peuvent continuer. Sur la route du Tigre, les 500 frères ont édifié un barrage filtrant dans un premier temps, puis il a été fermé. Le barrage est bloqué! De quoi créer la confusion dans les esprits. Il faudrait qu'ils trouvent une solution autre que celle-ci, parce que tout le monde souffre. Hein. Ça ne peut pas durer comme ça tout le temps. Il faudra laisser quand même passer pour certains étudiants qui ont des examens à passer. Par exemple, aujourd'hui, je devais déposer un dossier et un barrage, on ne m'a pas laissé passer. Mais sinon, je suis toujours mobilisée. Quelques kilomètres plus loin, à proximité de la décharge des Maringouins, un camion benne et des pneus bloquent l'une des voies. Et c'est un autre fonctionnement qui a été décidé. Ce barrage, il est filtrant. On ferme un quart d'heure et on ouvre pour faire passer une dizaine, voire une vingtaine de véhicules. Et après, c'est fermé pour un quart d'heure. Des barrages qui devraient perdurer jusqu'à ce que le gouvernement signe le protocole d'accord adressé par le collectif dimanche. Des files d'attente à perte de vue sur les routes de l'île de Cayenne hier soir, c'était peu avant 22 h, horaire de fermeture des barrages annoncé par le collectif. Mais vous étiez donc nombreux à vous empresser de franchir ces frontières avant qu'elles ne soient à nouveau scellées. Nombreux aussi à assister au meeting donné par le collectif pour préciser ses choix au carrefour Cric-Fouillé. Jonathan Lariot. À l'entrée du barrage de la Cric-Fouillé hier soir, plusieurs centaines de mètres d'embouteillage. Il est bientôt 22 h. L'heure de la fermeture officielle de tous les barrages décidés par les collectifs. La population se dépêche de franchir les barrages encore ouverts. Patiente un peu quoi, il faut patienter quoi. J'habite à Cayenne, il faut que je passe quand même quoi. C'est-à-dire il y a un barrage qui demande quelque chose, l'autre barrage qui demande d'autres choses. Et c'est affreux ça. Je dois me rendre sur Cayenne parce que demain je passe mon concours. Donc voilà, c'est une situation un peu problématique justement les barrages. C'est vrai que c'est embêtant, mais c'est compréhensif. Et si certains se sont tassés au barrage hier soir espérant passer avant leur fermeture, de l'autre côté de la 2x2 voies, la circulation plus fluide accueille la population venue assister au meeting organisé par les collectifs. Nous crions les autres, ni iné et les autres à mobiliser, nous déterminer et les autres déterminés. Après 3 jours de trêve, la situation semble revenir à son point de départ. Les barrages jusqu'alors ouverts sont de nouveau totalement fermés.
Mais un protocole d'accord pourrait être bientôt signé. Envoyé par les collectifs à la ministre des Outre-mer, le gouvernement a promis une réponse dans les plus brefs délais. Le dialogue aujourd'hui est réouvert et tant mieux, parce que l'objectif pour nous c'est de changer cette forme de mobilisation qui aujourd'hui se manifeste sous forme de barrage, qui nous pénalise et qui ne doit être que ponctuel. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est une fois que cet accord sera signé, passer à d'autres formes de mobilisation puisque ce combat se fera sur plusieurs années. Les barrages complètement fermés, le mouvement pourrait néanmoins s'arrêter très prochainement. La décision est encore une fois dans les mains du gouvernement. Et notez que le pôle économique du collectif pour la Guyane décollée se dit en faveur d'une sortie de crise. Il s'est fendu d'un communiqué pour souligner des dissensions internes au groupe et dit son opposition au barrage dans le territoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le bureau syndical UTG Santé tient une réunion publique depuis 18h sur le piquet de grève installé à l'entrée du centre hospitalier de Cayenne. Le syndicat rappelle les difficultés du secteur et la mauvaise qualité de soins dans l'établissement. Écoutez plutôt les précisions recueillies sur place. L'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir échanger avec la population pour qu'aujourd'hui, il soit bien compris que nous sommes tous en souffrance face à cette dégradation du schéma sanitaire en Guyane. La population se plaint souvent d'être mal soignée et mal accueillie à l'hôpital de Cayenne. Nous avions pris comme raisonnement de pouvoir les rencontrer pour leur dire que les compétents, des agents compétents, nous en avons, mais malheureusement la configuration qui s'impose à nous en termes de moyens et en termes d'effectifs ne nous permet pas d'être des personnes, ne nous permet pas de leur porter des soins de qualité. Nous, ça fait 20 ans que l'on dit qu'il faut changer le statut de cet hôpital. Ça fait 20 ans que nous disons qu'il faut un CHU en Guyane, un hôpital performant sur Saint-Georges, un hôpital performant sur Maripasoula. Au lieu de nous entendre, on a dégradé des centres de santé en postes de santé. Cet hôpital, ses moyens d'accès aux soins se sont dégradés. On a construit un nouvel hôpital à Saint-Laurent. On réfléchit déjà à comment diminuer son activité. Donc venant de là, nous ne pouvons pas être de l'autre côté de la barrière. Il est important pour nous qu'il y ait cet échange entre la population et nous, professionnels de santé, afin de bien pointer du doigt la souffrance de part et d'autre qui ne peut plus continuer. En bref, toute autre chose, EDF a fait paraître un communiqué pour apporter des précisions sur les coupures d'électricité qui ont touché la quasi-totalité du territoire la nuit dernière. 2 incidents survenus à 2h42 et 3h29 du matin sur les lignes électriques très haute tension entre Kourou et le barrage électrique de Petit-Saut en serait la cause. Après l'intervention des équipes, tout est rentré dans l'ordre aux alentours de 5h30 ce matin. À 4 jours de l'élection en Guyane, penchons-nous sur les propositions des candidats à l'Élysée pour l'outre-mer. Les 11 candidats développent un programme plus ou moins construit pour les DROMCOM. Pas d'équité toutefois entre l'attention accordée entre ces territoires éloignés de l'Hexagone. Santé, éducation, sécurité, immigration. Quelques précisions avec Charlotte Fleury. Le premier axe développé par tous les candidats, la lutte contre le chômage. Macron propose des négociations au sein de l'Union européenne afin que les normes prennent mieux en compte les spécificités des Outre-mer, au niveau notamment de l'agriculture ou de la pêche. La situation du monde du travail est encore plus difficile en Outre-mer qu'en métropole, affirme Nathalie Arthaud. Pour lutter contre cela, elle propose entre autres un emploi et un salaire décent pour tous, pas de salaire ni retraite inférieure à 1 800 € net. Fillon affirme vouloir stabiliser les affections de la fonction publique tant que la situation du chômage sera critique. Hamon, quant à lui, souhaite le maintien de la surrémunération des fonctionnaires. Quant à la défiscalisation spécifique d'outre-mer, Fillon veut la prolonger jusqu'en 2027, puis la simplifier. Asselineau propose de garantir le maintien de l'octroi de mer et de le rétablir dans son objectif de base, taxer les produits importés uniquement si on ne peut pas les produire sur place. Cheminade souhaite coordonner les politiques d'octroi de mer et supprimer les taxations sur les produits locaux. Mélenchon et Le Pen, eux, les moduleraient afin de privilégier les produits de la métropole par rapport au reste du monde. Niveau éducation, Dupont-Aignan, Cheminade et Asselineau déclarent tous les trois vouloir renforcer l'apprentissage du français. Asselineau et Dupont-Aignan semblent d'accord sur un point, engager un plan de construction et de rénovation des établissements scolaires. Fillon, quant à lui, affirme vouloir refaire de l'éducation une priorité grâce à un renforcement des dispositifs d'accompagnement éducatif. Hamon, Mélenchon, Cheminade ou encore Dupont-Aignan, tous souhaitent également une revalorisation de la connaissance des Outre-mer dans les programmes scolaires. Du côté de la sécurité,
Macron affirme vouloir renforcer les moyens des services de sécurité et de justice, mais également de favoriser le recrutement en créant des écoles de formation de gendarmes adjoints et d'adjoints de sécurité. Le candidat des Républicains, mais aussi Dupont-Aignan ou encore Le Pen, souhaite renforcer le contrôle aux frontières pour stopper l'immigration irrégulière et les trafics de stupéfiants. Concernant la santé, Dupont-Aignan souhaite définir un plan de rattrapage de l'encadrement médical pour atteindre les ratios hexagonaux. Fillon, lui, espère réduire les inégalités dans ce domaine en modernisant l'offre hospitalière avec le soutien de la télémédecine, l'installation de nouveaux médecins, mais aussi l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, ainsi que des personnes handicapées. D'autres candidats, comme Poutou et Lassalle, n'ont pas de programme spécifique à l'outre-mer. Chez nous, le rectorat rappelle que les concours de recrutement de professeurs des écoles sont maintenus aux dates initiales, à savoir demain, jeudi et vendredi. Plus de 900 candidats sont inscrits en Guyane. Le rectorat demande donc la bienveillance du collectif pour faciliter le passage des candidats aux horaires inscrits sur leur convocation. Nos confrères en ont fait l'expérience, justement. Le durcissement des barrages va visiblement de pair avec une halte à la liberté de presse. Le mot d'ordre du collectif implique un laissez-passer pour les urgences et les journalistes, mais dans les faits, une discontinuité entre les ordres et les responsables de barrages est observée. Une situation contre laquelle l'Union de la presse francophone de Guyane s'insurge. On écoute son président interrogé par Ayodeli Germa. Le PF Guyane regrette ce qui s'est passé hier soir à la Crique Fouillée et également ce matin sous les barrages. Parce que plusieurs confrères m'ont fait remonter qu'ils ont été bloqués par les manifestants. Ils nous ont empêchés de travailler et ça c'est inadmissible. Aujourd'hui, par rapport à la démocratie, nous avons bataillé pour que la liberté de la presse puisse exister. Donc nous ne comprenons pas la réaction de certains tenanciers de barrage, je dis bien certains tenanciers de barrage, qui empêchent aux journalistes de travailler convenablement. L'Union de la presse francophone lance un appel solennel aujourd'hui à tous les protagonistes du mouvement, qu'ils soient à gauche, à droite, afin que les journalistes puissent travailler de manière concrète. Concrète pourquoi? Parce qu'il faut penser à ceux qui sont sur le fleuve, il faut penser à ceux qui sont à Irakubo, à ceux qui sont à Sinamari, ceux qui sont à Aurora, qui ne sont pas sur les barrages, mais qui ont besoin de savoir ce qui se passe au niveau du mouvement. Un mouvement historique certes, mais qui quand même a une influence sur ce qui se passe en Guyane aujourd'hui. Donc notre rôle, c'est d'amener l'information à des endroits qui sont inaccessibles pour tout un chacun. Donc le PF rappelle vraiment au dialogue et surtout nous laisser travailler en tant que journalistes de manière neutre et en toute indépendance. C'est très important. On s'intéresse à présent à l'inquiétude qui pèse depuis quelque temps sur les épaules de l'association d'aide à l'insertion, Tidégra. Les subventions n'ont pas été versées cette fois encore, des subventions d'ailleurs revues à la baisse avec l'arrivée de la CTG. Et bien qu'elle soit rodée à l'exercice, la structure craint désormais pour son avenir. On écoute les explications de la directrice générale du réseau ADES. Le problème aujourd'hui, c'est que la fusion de la collectivité et puis d'autres aussi, parce qu'il n'y a pas que la collectivité territoriale, font que les fonds sont en diminution. Or, cette activité épicerie sociale est en Guyane. Ça veut dire qu'elle dépend en partie du ministère de l'Outre-mer. Et aujourd'hui, en fait, l'habilitation et les fonds que nous avions partent en fait du ministère des Affaires sociales, ce qui veut dire qu'il nous faudra en fait un fonds complémentaire pour pouvoir asseoir l'activité. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les fonds sont en diminution, sans compter des subventions qui sont en attente. J'estime en fait sur l'année 2016 déjà une perte de 160 000 € de subventions. Il y a en fait cette baisse de diminution depuis 2014, fin 2014, début 2015. Qui représente quel pourcentage? Donc bien sûr, ça fait beaucoup plus sur ce que vous accumulez en fait les années sans avoir forcément de retour, toujours en fait en attente du versement. Ce qui veut dire qu'on est à peu près au moins à 70%. Ça fait énormément. Voilà. Comment on fonctionne? Donc nous avons mis en place des restrictions budgétaires. Donc simplement en fait la restriction s'applique sur certaines charges de fonctionnement, sur le personnel en l'occurrence. Vous avez un appel à faire passer justement par rapport à ça aujourd'hui? Non, je n'ai pas d'appel particulier à faire passer par rapport à ça. C'est en pourparler. Simplement, je pense que l'ensemble de la population ainsi que les partenaires financiers sont tout à fait conscients de l'apport qu'a l'ADES en fait au niveau de son service d'aide alimentaire participative sur la Guyane depuis 11 ans. Donc j'estime que nous sommes tous largement en fait concernés par tout ce qui se passe et les choses, j'espère, en fait, suivront leur cours.
On poursuit avec le mécontentement d'habitants de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Dans leur viseur, le marché de la ville capitale et pour ainsi dire l'incivisme de certains maraîchers qui auraient laissé un triste spectacle dans leur sillon. En colère, les riverains ont l'intention de saisir la municipalité. Karen Diana. Au pied de cette résidence connue de Pointe-à-Pitre, les agents paysagers étaient à pied d'œuvre pour nettoyer les restes du marché de Pâques. Le samedi de Pâques, il y a beaucoup de gens qui ont laissé le reste de leur calalou, les crabes morts avec tout le reste, tout ce qu'ils n'ont pas vendu. Il y a une poubelle pas loin d'eux. Hein. Ce sont des marchands qui sont venus vendre des feuilles de calalou, leurs crabes, leurs ciguines, des légumes. Mais étant donné qu'ils ont trop emporté, ils n'ont pas vendu, ils ont fait quoi les ça par terre. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, on paie un ticket, alors on n'a pas le droit de nettoyer. Hein? Alors, comme ça, la mentalité, c'est ça. Je paie et je ne nettoie pas. Pourtant, des règles d'hygiène bien élaborées avaient été mises en place avec l'aide de la municipalité quelques années plus tôt. Ils nous ont donné, ils ont fait réunion avec tous les marchands en disant qu'il ne faut pas laisser les grosses boîtes, les quines de bananes, les gros ordures. Bon. Ils ont été à la réunion, ils ont entendu le maire. Bon, il y a des marchands qui obéissent et des marchands qui n'obéissent pas. Ça rentre par là, ça sort dans l'autre oreille. Si les riverains n'ont pas souhaité s'exprimer, Marie-Laure, elle, a voulu porter à la connaissance de chacun les différences qu'il existe entre les marchands occasionnels et ceux qui, comme elle, occupent cet emplacement depuis bientôt 30 ans. Et il y a des marchands qui sont super propres, il y a des marchands qui sont super mal propres, je dirais. En gros, ils sont mal propres déjà à la naissance et chez eux aussi, ils ne sont pas propres. Quand on est propre chez eux, quand on est propre chez soi, il faut être propre ailleurs. Propre chez moi, je suis propre dehors aussi. Lorsqu'ils ont fait la réunion avec nous à la ville de Pointe-à-Pitre, le maire nous a bien expliqué qu'il voulait marcher toujours propre. Mais bon, on nous laisse travailler le dimanche, à condition qu'on nettoie nous, parce qu'il n'y a pas de service de nettoyage. Une petite délégation de résidents a été reçue cet après-midi par le maire. Des dispositions seront prises pour éviter de tels comportements. Autre dégradation déplorée cette fois en Martinique. Après le départ des campeurs de Pâques, les plages font office de décharge publique. Mais les vacanciers ont été globalement promptes à rectifier le tir pour préserver l'environnement. Et le nettoyage des plages par les services dédiés a pu s'effectuer très rapidement. C'est en tout cas ce qu'ont pu constater Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Depuis 5 heures ce matin, les équipes de nettoyage quadrillent les plages de Sainte-Luce, comme ici, à Pont-Café. Les bouteilles de boisson, que ça. Alcool, que ça. Que ça, c'est alcool, papier, beaucoup de déchets, quoi. Plus l'ombre d'une tente, mais le passage des campeurs et des familles durant le week-end prolongé est encore visible. En période pascale, les plages du sud sont très fréquentées et les plus souillées par les déchets. Les jours de Pâques, oui, un peu plus. Mais maintenant, il me semble que les gens commencent à comprendre qu'il ne faut pas salir. Et les campeurs, ils viennent avec des chasseurs poubelles. L'année dernière, c'était pire que ça. Des plages laissées plus propres que les années précédentes, grâce notamment au travail de prévention de la ville. 2 semaines avant le début des vacances, des messages à l'attention des usagers ont été massivement diffusés. Nous avons sensibilisé les gens par le biais des réseaux sociaux pour leur demander de ne pas laisser des déchets, des sacs poubelles sur les plages pour ne pas que ça fasse des décharges sauvages. Voilà. Et je pense que les gens ont joué le jeu. On va continuer dans ce sens. Il faut quotidiennement sensibiliser les gens pour que les gens repartent avec leurs déchets et qu'on ne laisse pas ça comme ça sur les plages. Parce qu'on est bien content de trouver des plages propres. Il faut les laisser telles qu'on les a trouvées. Les équipes de propreté de la ville ont jusqu'à jeudi pour nettoyer entièrement les 8 sites de Sainte-Luce et permettre ainsi aux baigneurs et passants de profiter de la plage en toute propreté. Avant de se quitter, un mot sur la qualité de l'air chez nous, très mauvaise depuis quelques jours sur le territoire. Une procédure d'alerte a même été enclenchée. L'Observatoire régional de l'air prévoit demain des concentrations de poussière toujours très élevées avec un indice chiffré à 10, soit le maximum mesurable. En cause toujours la suspension des particules fines dans l'air ou sable du Sahara, des poussières qui peuvent avoir une action extrêmement irritante sur les voies respiratoires notamment. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir.
soir, la Guyane paralysée ce matin. De nouveaux blocages ont surpris les automobilistes et complété la liste des barrages dans l'île de Cayenne. La population reste mitigée quant à leur utilité dans le mouvement. Reprise votée hier par le collectif pour la Guyane décollé, réuni en assemblée tout l'après-midi. Conséquence, la ruée des voitures jusqu'aux dernières minutes avant fermeture. Un meeting s'est également tenu à la Crique Fouillée pour préciser les contours de la nouvelle démarche et l'union du collectif aujourd'hui s'étiole. Enfin, les 11 candidats en lice pour la présidentielle réservent quelques lignes aux Outre-mer, mais à des degrés différents. Nous avons fait le point sur la santé, l'éducation, l'immigration et la sécurité dans ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas le journal de TF1, ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous, rendez-vous demain.